Aslama. On va continuer donc avec la deuxième partie du module l'engagement en littérature et qui sera réservé à l'activité langue et à l'activité expression écrite. On va voir en premier lieu les formes de phrases et on va commencer par la passivation. En parlant de passivation, on parle de forme de phrase. Et donc, on parle de la forme active et de la forme passive. On va définir qu'est-ce qu'une phrase active et qu'est-ce qu'une phrase passive. Dans une phrase active, le sujet fait l'action. Et la phrase active se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un COD. Ces trois éléments sont nécessaires pour qu'on puisse transformer une phrase active à la forme passive. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase passive? Une phrase passive, le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action. L'action est faite sur le sujet. Une phrase passive se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'agent qu'on introduit au moyen de la préposition par. Le verbe de la phrase passive est toujours conjugué avec l'auxiliaire être, contrairement à la phrase active. Maintenant, voilà comment on transforme une phrase active en une phrase passive. Prenons la première phrase. Les écrivains engagés défendent les peuples. On a une phrase active. Voilà ses composantes. Donc, les écrivains engagés défendent les peuples. Les écrivains engagés, c'est le sujet de notre phrase. Défendent, c'est le verbe qui est conjugué au présent. Donc, les écrivains engagés défendent qui? Défendent les peuples. Les peuples, c'est le COD de la phrase. En passant à la forme passive, le COD de la phrase active sera le sujet de la phrase passive. Le temps du verbe de la phrase active sera le temps du verbe de l'auxiliaire être. Vous voyez que notre verbe de la phrase active est conjugué au présent. Maintenant, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au présent. Et le verbe de la phrase passive, le verbe de la phrase active sera notre participe passé de la phrase passive. Il ne faut pas oublier que ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active sera le complément d'agent de la phrase passive. Et voilà, on obtient notre phrase passive. Je répète l'explication.
le COD de la phrase passive. Je répète l'explication. Le COD de la phrase active va devenir le sujet de la phrase passive. Quant au sujet de la phrase active, va devenir le complément d'agent de la phrase passive. Quant au verbe, le temps du verbe de la phrase active sera attribué à l'auxiliaire être et le verbe de la phrase active sera transformé en un participe passé de la phrase passive. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient sujet plus être conjugué au temps du verbe actif plus résumons donc les composants ou bien les Résumons donc les éléments qui forment la phrase passive. On a un sujet plus l'auxiliaire être conjugué au temps du verbe de la phrase active plus participe passé du verbe de la phrase active plus complément d'agent qu'on introduit au moyen de la préposition par. C'est le résumé des éléments nécessaires qui doivent figurer dans une phrase passive. Maintenant, essayons de voir les différentes transformations que peut subir un verbe de la forme active à la forme passive. On va commencer par la première phrase. Les écrivains engagés ont défendu les peuples. Donc, ont défendu, c'est le verbe de la phrase. Il est au passé composé. Bien sûr, on a le sujet, les écrivains engagés, et on a le COD, les peuples. En transformant à la forme passive, donc, comme on l'a déjà expliqué, le sujet, le COD de la phrase devient le sujet de la phrase passive. Par les écrivains engagés, c'est le complément d'agent. Et ce qui nous intéresse, c'est le verbe ont été défendu. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient être au passé composé et on a un participe passé.
Les écrivains engagés défendaient les peuples. Donc, je ne vais relever que les verbes de la phrase active et passive. Qu'est-ce qu'on a? On a un verbe qui est à l'imparfait. En passant à la phrase passive, les peuples étaient défendus par les écrivains engagés. Étaient défendus. Donc, était, être à l'imparfait, plus participe passé. Les écrivains engagés avaient défendu les peuples. Avaient défendu. Donc, on a le plus que parfait. Un verbe qui est conjugué au plus que parfait. En passant à la forme passive, qu'est-ce qu'on obtient? Les peuples avaient été défendus par les écrivains engagés. On a l'auxiliaire être et, bien sûr, toujours le participe passé. Donc, on a être au plus que parfait plus participe passé. Donc, lorsque j'écris P, c'est le participe passé. La phrase qui suit, les écrivains engagés défendront les peuples. Défendront, c'est quel temps? C'est le futur simple. Dans la phrase passive, on obtient les peuples seront défendus par les écrivains engagés. Seront, c'est être au futur, plus participe passé du verbe. Ensuite, les écrivains engagés auront défendu les peuples. Auront défendu, c'est le futur antérieur comme temps. En passant à la forme passive, on obtient la phrase qui suit. Les peuples auront été défendus par les écrivains engagés. Qu'est-ce qu'on obtient? Être au futur antérieur plus participe passé du verbe. Les écrivains engagés défendraient les peuples. Donc, on a le conditionnel présent. Dans la phrase active, les peuples seraient défendus par les écrivains engagés. Seraient, être au conditionnel présent plus participe passé du verbe. Donc, ce sont les transformations possibles pour la phrase active, le verbe de la phrase active et le verbe de la phrase passive. On peut ajouter les écrivains
engagés. Donc, les écrivains engagés défendirent les peuples. C'est quel temps? C'est le passé simple. En passant à la phrase passive, qu'est-ce qu'on obtient? Les peuples furent défendus par les écrivains engagés. Qu'est-ce qu'on obtient comme temps? Furent défendus. Donc, être au passé simple plus participe passé du verbe. Passons maintenant à la deuxième forme de phrase, l'emphase. On parle de l'emphase ou de la forme emphatique. Donc, on a la forme neutre et ça lui correspond la forme emphatique ou l'emphase. Essayons de définir avant tout qu'est-ce qu'une phrase neutre et qu'est-ce qu'une phrase emphatique. Donc, la phrase neutre ne contient aucun groupe de mots mis en relief. C'est-à-dire, il n'y a aucun groupe de mots sur lequel on insiste. La phrase emphatique est une phrase qui met l'accent sur un mot ou un groupe de mots. Ça peut être le sujet, un groupe nominal ou un adjectif. Pour créer un effet d'insistance sur cet élément et le met en valeur. Et elle cherche à le mettre en valeur. Maintenant, les procédés de l'emphase. Pour transformer une phrase de la forme neutre à la forme emphatique, on peut faire appel à plusieurs procédés. Prenons la première phrase. La responsabilité des écrivains engagés est grande. Comme vous le remarquez, on a le sujet de la phrase, on a le verbe et on a l'adjectif. Pour transformer à la forme emphatique, je peux procéder à la mise en relief de ce que l'on dit du sujet. C'est-à-dire, on va inverser l'ordre de la phrase. Regardez ce qu'on va obtenir. Grande. Bon. Grande. Et la responsabilité des écrivains engagés. Donc, l'adjectif qui était le dernier élément de la phrase neutre est devenu le premier élément de la phrase emphatique. Et on a inversé le sujet de la phrase, on l'a placé après le verbe. Le deuxième procédé de l'emphase, c'est la répétition
du sujet par un pronom personnel. La répétition par un pronom personnel. L'écrivain, donc c'est le sujet, est le porte-parole des peuples. Pour transformer à la forme emphatique, qu'est-ce qu'on dit? L'écrivain, lui, donc on a repris avec un sujet, et le porte-parole des peuples. Le troisième procédé de l'emphase, c'est l'utilisation d'un présentatif. L'utilisation d'un présentatif tel que c'est qui, c'est que, voilà qui, voilà que, il y a qui, il y a que, etc. Par exemple, l'écrivain est le porte-parole des peuples. Donc, pour transformer à la forme emphatique, qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'écrivain qui est le porte-parole des peuples. Donc, on a employé le présentatif « c'est qui » pour mettre en relief le sujet de la phrase. Un autre procédé de l'emphase, c'est l'utilisation de pour ce qui est et quant à. Par exemple, la responsabilité des écrivains engagés est grande. En transformant à la forme emphatique, qu'est-ce qu'on va dire? Quant à la responsabilité des écrivains, elle est grande. Donc, on doit reprendre par un pronom aussi, en employant pour ce qui est, quant à, etc. Donc, voilà les différentes formes de l'emphase. Je répète. Donc, on peut procéder à la transformation à la forme emphatique par le fait qu'on inverse l'ordre de la phrase. Deuxièmement, la répétition d'un mot du sujet par un pronom personnel, l'utilisation des présentatifs et l'utilisation de pour ce qui est, quant à, avec la reprise avec un pronom. Passons maintenant à la forme affirmative et à la forme négative. C'est le troisième type de forme de phrase. Qu'est-ce qu'une phrase affirmative? Une phrase affirmative permet, comme l'indique son nom, d'affirmer quelque chose. Elle est employée pour raconter un événement, pour donner une opinion, une information, une pensée, à la forme positive. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase négative? On utilise la phrase négative pour nier, c'est-à-dire pour dire non ou pour dire le contraire. Dans la phrase négative, la négation se compose de deux éléments qui encadrent le verbe. On va voir les différents éléments qui nous permettent de procéder à la négation. Donc, on a la forme affirmative et en face, on a la forme négative. C'est un écrivain engagé. En procédant à la forme négative, qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas un écrivain engagé. Comme vous le voyez, l'outil de négation encadre le verbe. J'ai lu beaucoup de livres engagés. Donc, on a utilisé beaucoup. Pour procéder à la négation, qu'est-ce qu'on dit?
Je n'ai lu aucun livre engagé. Vous voyez que l'outil de négation ne, aucun, encadre le verbe. Pareil pour ne pas. L'écrivain est toujours soucieux des problèmes de son époque. On a employé toujours dans la phrase affirmative. En passant à la phrase négative, on va dire l'écrivain n'est jamais soucieux des problèmes de son époque. Vous voyez que l'outil de négation encadre le verbe. Donc, on a ne jamais. C'est un outil de négation qui permet de nier une phrase là où on a employé l'outil d'affirmation toujours. Les écrivains sont encore soucieux des problèmes de leur époque. Encore soucieux des problèmes de leur époque. En passant à la phrase négative, les écrivains ne sont plus soucieux des problèmes ne sont plus soucieux des problèmes de leur époque. Donc, l'outil de négation ne plus permet de nier une phrase affirmative introduite avec encore. J'ai tout lu. En passant à la phrase négative, on va employer ne rien. Je n'ai rien lu. Et comme vous le voyez, toujours le verbe est placé entre les deux éléments de la phrase négative. Donc, ne rien permet de nier une phrase affirmative là où on a tout. Après, je sens quelque chose. La phrase négative, je ne sens rien. Toujours le verbe est encadré par les deux éléments de la phrase, les deux outils de la négation. Je parle à quelqu'un. La phrase négative, je ne parle à personne. Quelqu'un, on peut la nier par ne personne. L'écrivain est soucieux des problèmes de son époque et des peuples opprimés. En passant à la forme négative, l'écrivain n'est soucieux ni des problèmes de son époque, ni des peuples opprimés. Donc, l'outil de négation est ne. Vous voyez le verbe ni. Ça nous permet de procéder à la négation de la phrase affirmative. Bonsoir. On va aborder la troisième activité en relation avec le module l'engagement en littérature, qui est l'activité expression écrite. Voici le sujet. Abraham Lincoln affirme l'engagement
et ce qui transforme une promesse en réalité. Pensez-vous que l'écrivain puisse, à travers ses œuvres, agir sur la réalité? Exprimez votre point de vue personnel dans un texte argumentatif appuyé par des exemples. On va donc procéder à l'explication du sujet. Déjà, le sujet est composé de 3 parties. La première partie, elle est placée entre guillemets, c'est la citation. En parlant de citation, c'est-à-dire on vous présente les paroles d'un écrivain, d'un journaliste, d'une personne qui a une influence, qui a un point de vue à avancer. La deuxième partie du sujet, pensez-vous que l'écrivain puisse, à travers ses œuvres, agir sur la réalité? Cette deuxième partie, c'est la question. Et enfin, comme troisième partie, on a la consigne. La consigne, c'est la partie qui est toujours présente dans un sujet. Et en parlant de consigne, on parle du travail demandé. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, on vous demande d'exprimer votre point de vue personnel dans un texte argumentatif, là où il y a des exemples. Passons maintenant à l'explication de la citation. L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Donc, ici, l'engagement, c'est le fait d'être engagé. Et ce qui transforme une promesse en réalité. Une promesse, un rêve en réalité, en un vécu. La deuxième partie, pensez-vous que l'écrivain, bien sûr, on parle de l'écrivain engagé, puisse, à travers ses œuvres, c'est-à-dire puisse, à travers ses écrits, agir sur la réalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par le verbe agir? C'est-à-dire influencer, transformer. La réalité. Donc, si on veut, bien sûr, le thème, on est en plein thème, c'est l'engagement en littérature. Donc, si on essaye de reformuler la thèse, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'écrivain peut, à travers ses écrits, transformer la réalité?
Allez, la recherche des arguments. La première partie. Certains pensent que le rôle de l'écrivain, le rôle des écrivains est de divertir le lecteur et lui faire oublier la tristesse de son quotidien. En effet, les Parnassiens, c'est un exemple. En parlant des Parnassiens, les Parnassiens pensent, ce sont des écrivains, des missionnaires. Ils pensent que le rôle de l'art est de servir l'art. Le rôle de l'art n'est pas d'être engagé. Pensent que l'art ne peut servir que l'art. Citons à titre d'exemple Baudelaire et Gautier. Ce sont deux écrivains engagés. Ils rêvent d'une littérature pure, parfaitement autonome, détachée des conflits et consacrée à la recherche de la beauté par les mots. Donc, Baudelaire et Gautier pensent que le rôle de la littérature est d'exprimer le beau, d'exprimer la beauté. Ils cherchent donc à exprimer et à chanter l'amour, à parler de leur vécu, de leur vie personnelle, de leur expérience à travers leur écrit autobiographique, sans se soucier des problèmes, des conflits et des injustices qui ne cessent d'augmenter dans le monde qui les entoure. Donc ici, on a exposé le point de vue des écrivains, des missionnaires. La deuxième partie, ou avant de passer à la deuxième partie, il faut qu'on assure la transition, c'est-à-dire le passage, la liaison entre la première partie et la deuxième partie. À travers leur écrit, les écrivains peuvent-ils vraiment changer le monde? C'est la thèse du sujet et c'est la thèse que je vais adopter moi-même. Deuxième partie, personnellement, je pense avec certitude que les écrivains ressemblent à un messager de Dieu, à un prophète. Leur rôle et leur rêve est de vouloir améliorer le monde. Leur rôle et leur rêve est de vouloir améliorer le monde. Grâce à leur œuvre, les écrivains éveillent les consciences, guident les peuples et leur montrent la voie du salut. C'est grâce à leur écrit que les écrivains essayent de faire prendre conscience au peuple de leur situation et donc de les pousser à changer. L'écrivain, donc, n'est pas seulement celui qui maîtrise l'art des mots et de la parole, mais surtout, il est considéré comme le porte-parole des peuples. Le porte-parole, c'est quelqu'un qui parle à la place des peuples. Pourquoi? Parce que les peuples n'ont pas la fluidité de la parole, n'ont pas la facilité de la parole, comme c'est le cas pour l'écrivain. De surcroît, c'est-à-dire en plus, ce qui est écrit en rouge, ce sont les articulateurs logiques
qui permettent de relier les idées entre elles et aussi d'organiser les arguments. De surcroît, les grandes œuvres littéraires de la littérature universelle développent l'esprit critique et amènent les hommes à réfléchir de leurs conditions et à vouloir l'améliorer. En racontant les souffrances des plus misérables, les écrivains suscitent l'empathie des lecteurs et les poussent à vouloir un monde plus juste. Dans cet esprit, nous pouvons penser à Victor Hugo. On est en train de présenter un exemple qui, en écrivant Les Misérables et en décrivant les souffrances des plus démunis, a rendu visible la misère de leur situation et par là même, il a obligé les hommes à assumer leurs responsabilités. Ajoutons à ce qui précède que certains écrivains ont propagé à travers leurs écrits les idées de tolérance, d'égalité et de fraternité. Ainsi, les œuvres de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, ce sont des écrivains engagés, ont changé la vision du monde et ont aidé à abolir l'esclavage, à faire disparaître l'esclavage et les inégalités pour construire un monde plus juste dans lequel les hommes sont égaux. De même, en parlant de la responsabilité de l'écrivain, Jean-Paul Sartre affirme: si l'écrivain fait de la littérature, c'est-à-dire s'il écrit, c'est parce qu'il assume la fonction de perpétuer dans un monde où la liberté est toujours menacée. Jean-Paul Sartre est l'un des principaux écrivains engagés de son époque. Enfin, d'autres écrivains tels que le Marocain Driss Shraibi et l'Algérienne Essia Djabbar se sont acharnés dans la défense des pays d'Afrique du Nord et ont accéléré la prise de conscience des problèmes maghrébins tels que la colonisation, l'exploitation et le déracinement. Donc, voici, je viens de vous exposer la deuxième partie de votre rédaction qui est le développement. Dans le premier module, déjà j'ai expliqué la méthodologie qu'on doit suivre dans un essai. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire en rédigeant une introduction. Une introduction doit être neutre. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'introduction doit être neutre? C'est-à-dire, on ne donne pas notre opinion. On n'introduit pas des arguments, des exemples ou de nouvelles citations. Donc, dans une introduction, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans une introduction, on doit introduire le thème, on doit introduire le sujet proposé et on doit
introduire la problématique. Ce sont les 3 éléments nécessaires pour que notre rédaction, pour que notre introduction soit correcte. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire en rédigeant une conclusion. On doit faire dans une conclusion, on doit faire le résumé du développement sans présenter de nouveaux arguments et exemples qui peuvent relancer l'analyse, puisqu'une conclusion marque la fin de notre raisonnement. Donc, la seule chose à faire dans une conclusion, c'est faire le résumé du développement. C'est tout. Sinon, on ne donne pas de nouveaux arguments, on ne donne pas de nouveaux exemples. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.